clairvoyance, qu'est-ce qu'on fait du chamanisme dans le bouddhisme, etc. Mhm. Le développement personnel, Exactement, ouais. Ouais. les bols tibétains, etc. Donc, on va essayer d'en parler. Ok, Oui, parce ok. que oui, au Ouais. moment où ça renforce le soi, Mm. ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, Ouais. ça n'a plus de sens. Avant, ça avait un sens, maintenant, ça n'a plus de sens parce que le Ouais, non-soi de la personne, c'est quand même pour moi devenu une clé, quoi, quelque tout part. à fait. Exactement. Et donc, il faudrait qu'on parle de ça, est-ce que c'est clairvoyance, est-ce que c'est dans la culture indienne, ou est-ce que le Bouddha l'a intégré par la suite, alors que lui, c'était pas nécessairement son propos. Est-ce que, quand on parle du soi, du développement personnel, qu'est-ce que ça peut engendrer? Ok, donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que en effet, quand le Bouddha a parlé d'une culture indienne, il y avait toute cette culture indienne où on acceptait presque naturellement, presque dans la culture, les renaissances, les samsaras, différents types de libération, le nirvana, tout ça, et aussi des pouvoirs psychiques, ouais, Mm. différents types de clairvoyance, etc. C'était déjà accepté en Inde. Et ensuite, quand le Bouddha a enseigné, euh, on pourrait dire qu'il a décidé d'enseigner dans cette culture-là, parce que si c'était d'une manière ou d'une autre, si on regarde les choses du point de vue du Theravada, ou du véhicule fondamental en général, ou du point de vue du Mahayana, le Bouddha n'est pas tombé du ciel comme ça, il n'était pas né de la dernière pluie, en fait. Il avait déjà une progression spirituelle, c'est-à-dire que pour les êtres, pour les personnes qui pratiquent le Theravada, c'était peut-être un être ordinaire au début de sa vie, mais c'était quelqu'un qui était quand même un bodhisattva. Mm. Que même dans le Theravada, on accepte les bodhisattvas, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà une carrière spirituelle très longue. Ouais. Et du point de vue marianiste, il était déjà éveillé avant de venir en Inde. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il avait déjà connaissance de là où il allait enseigner. Il a déjà choisi le terreau dans lequel il allait enseigner. Ouais, donc il a enseigné dans une culture qui était déjà euh, préparée, d'une certaine manière, à comprendre les renaissances, à comprendre la faculté pour l'esprit de connaître des objets lointains, etc., etc. Donc on pourrait dire que euh, soit on pourrait imaginer en effet qu'il a intégré des choses qui existaient déjà en Inde, sans nécessairement lui les accepter, mais il les a intégrées parce que ça faisait partie de sa culture. Soit on pourrait dire qu'il a délibérément enseigné dans une culture qui déjà était préparée pour comprendre Mm. Mm. ces choses qu'il allait enseigner. Pourquoi pas? C'est difficile à dire, hein, parce que moi j'ai pas le 06 du Bouddha, je peux pas lui demander par WhatsApp ce qu'il a fait. Et donc, on pourrait se dire, dans les deux sens, ça pourrait fonctionner. Soit il a intégré des choses culturelles, parce que le bouddhisme, à chaque fois qu'il s'est intégré dans un territoire, il a intégré des choses qui existaient déjà. Soit le Bouddha a décidé, en effet, d'enseigner des choses qui étaient déjà un petit peu en filigrane dans la culture préexistante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, ces clairvoyances, en effet, le Bouddha en a parlé, ouais, dans les textes, il en a beaucoup parlé. Alors, il a parlé des différents types de clairvoyance, l'œil divin, l'oreille divine, etc., la connaissance de l'esprit d'autrui, etc. Donc déjà, dans les sutras du véhicule fondamental, il en parle, ouais, il parle des appuis miraculeux, ouais, il parle des 37 auxiliaires de l'éveil, les Mhm. 37 branches qui permettent d'obtenir l'éveil. Ouais, vous les connaissez, il y a les quatre placements de l'attention, ouais, ce qui est pratiqué dans le Theravada en particulier, mais pas que. Ouais, par rapport à Vipassana, par exemple, quand on pratique le placement de l'attention sur le corps, les sensations, l'esprit, les phénomènes, etc. Il y a les quatre abandons parfaits. Ouais, le fait de s'abstenir des négativités déjà existantes, de s'abstenir de produire de nouvelles négativités, le fait d'engendrer de nouvelles vertus et le fait de préserver les vertus déjà existantes, donc les quatre abandons parfaits, et les quatre appuis miraculeux. Ouais, où en effet, on essaie de développer ces concentrations qui permettent d'obtenir les clairvoyances. Ouais. Et donc, ces, euh, ces concentrations existaient déjà dans les traditions hindoues. Les traditions hindoues mettaient beaucoup l'accent sur les samadhis, ouais, sur les concentrations de la forme et du sans-forme, etc. Et ce sont ces niveaux de concentration, les dhyānas, les absorptions, les samapattis, etc., qui permettent à l'esprit d'avoir une acuité
qui lui permet de comprendre des choses, de connaître des choses qui habituellement lui échappent. Ouais, parce que ce qui nous empêche d'avoir ces clairvoyances, c'est l'instabilité de l'esprit. Ouais, il suffit d'essayer de méditer pendant 5 minutes pour voir que notre esprit n'est pas très stable. Mais quand il gagne en stabilité, il gagne en acuité, en clarté. Et donc, c'est pourquoi les clairvoyances arrivent comme un sous-produit des concentrations. Et donc, elles Mhm. existaient déjà en Inde parce que les concentrations étaient déjà développées en Inde avant que le Bouddha n'arrive. Ouais. Mhm. Alors après, pour ce qui est chamanisme, etc., là, c'est différent. Là, c'est différent, parce que, je ne sais pas s'il y a des règles préétablies de chamanisme. Comment est-ce qu'on établit qu'un chaman est pleinement qualifié ou pas? Est-ce qu'après 15 jours de prise d'ayahuasca, est-ce qu'on est déclaré chaman ou pas? Ou pas? Donc ça pose question. En effet, le chamanisme existait au Tibet, mais aussi dans d'autres pays dans lesquels le bouddhisme s'est instauré, hein, par exemple en Indonésie et ailleurs, le chamanisme existait déjà. Oui, enfin, Par rapport, au-delà des chamans, les sorciers existent dans toutes les cultures oui, Mhm. sous d'autres noms différents. Euh, exactement. hmm, bien sûr. Donc parce qu'il y avait une corrélation, une correspondance dans la nature entre certains phénomènes, entre le macrocosme et le microcosme, etc. Et donc il y a des correspondances. Alors après, jusqu'à quel point ces correspondances sont établies, là, ça pose plus de questions. Euh, Par exemple, en effet, la correspondance, par exemple, pour les bols tibétains, ça n'existe pas, un bol tibétain. Ouais, ce sont des bols chantants, ce sont des bols chantants, etc. Mais bols tibétains, par contre, ça n'existe pas. Ça n'existait pas au Tibet. Ouais, donc maintenant, de nos jours, il y a des concerts de bols tibétains, il y a des gens qui guérissent ou qui prétendent guérir avec des bols tibétains, mais les bols tibétains, ça n'existait pas au Tibet. En fait, à l'origine, ce qu'il faut voir, c'est que même si au Tibet, il y avait des chamans, etc., ils n'utilisaient pas les bols chantants. Ouais, ils utilisaient peut-être des cymbales ou des choses comme ça, mais pas le bol en tout cas. Le bol, c'était quoi? En fait, c'était à l'époque chez les brahmanes, au Népal et en Inde, c'était un petit peu les bols pour manger sa soupe, des saladiers, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'était des bols faits de plusieurs métaux, parce que les brahmanes ont besoin de toucher uniquement ce qui est pur. Hmm. Ouais, et donc, c'était des bols faits de plusieurs métaux, etc. Et donc, c'était la vaisselle des brahmanes, d'une certaine manière. Et quand les hippies sont allés en Inde et au Népal dans les années 70, ils se sont rendus compte que ah bah ça sonnait très bien, que c'était joli, que ça faisait du son, et donc ils les ont rapportés en Occident. Et en fait, c'est là où ça a servi de bol chantant et même après de bol tibétain. Mais en fait, au Tibet, ça n'existait pas. Ouais, donc, vous voyez parfois dans des centres des gens qui utilisent un bol pour marquer le début de la session de méditation, pour marquer la fin de la session de méditation. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que ça sonne, mais c'est pas parce que c'est dans un centre tibétain que c'est un bol tibétain. Oui, Ouais. Donc, c'est un mélange un petit peu cette tendance, bah, je parlais de New Age tout à l'heure, mais de cette tendance New Age qui associe un peu tout dans un espèce de gros bol. oui, Et on te mélange des ondes scalaires avec le son du bol, avec ouais, les cinq matières du bol, avec ouais, et une sacralisation aussi ouais, de l'objet pour faire quelque exact. chose qui est un petit peu, comment dire, du placebo pour la plupart du Mm. temps. Oui, Euh, exactement. alors c'est Tout peut-être à une fait. belle motivation, mais c'est vrai que on a attribué aux Tibétains et aux bols tibétains un usage qui n'existait pas auparavant, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mhm. Et par exemple, enfin, moi, j'en ai vendu beaucoup des bols chantants parce que je travaillais pour des Tibétains justement à Paris pendant plusieurs années. Et Mhm. je faisais des festivals Himalaya, donc je vendais des encens, des bols tibétains, enfin des bols chantants. Et Mhm. nous, on appelait ça des vols tibétains, mais en fait, c'est un abus de langage, en fait. Et donc, j'en ai vendu beaucoup parce que les gens étaient hallucinés de voir à quel point ça sonnait, ça était joli, etc. Après, il y a des gens qui ont commencé à soigner avec les ondes sonores, mais en effet, le pouvoir du placebo est complètement établi par la science actuelle. Mhm. Ouais, dans la science actuelle, le placebo et le nocebo, l'opposé du placebo, ça fonctionne très, très bien, en effet. Et donc, ça peut être utilisé avec n'importe quoi. Avec un bol, avec... ouais.
Mais non, mais juste parce que j'avais des expériences comme ça, que j'avais beaucoup de maux de ventre, et j'ai un gros bol que je me suis acheté en Inde, et puis je les mets sur le ventre, et puis je demande à ma fille, et en fait, ça fait des espèces de vibrations. Ah oui, oui, tout à fait. Mhm. Et du coup, j'ai l'impression que ça me change dans ma tête. Mhm. Voilà. Après, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis après, Mhm. bon, c'est peut-être parce que c'est comme si je regarde un truc qui me plaît pas, et je regarde après quelque chose qui me plaît. Ça me met sur une autre fréquence dans ma tête. Et puis, Bien sûr. pourquoi pas, quoi. De Oui, toute oui, façon, exactement. Et c'est comme c'est- ça qu'on peut dire qu'en effet, il y a des gens qui peuvent soigner d'autres personnes ou faire des soins sonores, etc. Parce qu'il y a une résonance entre la personne, le thérapeute plus ou moins ouais, qualifié, et la personne qui va adhérer à ça, même si c'est inconscient. Ouais, parce que oui, le oui. placebo fonctionne de manière inconsciente. Ça, c'est très, très important de voir ça. Ça veut dire qu'il faut que les deux, le thérapeute et le malade, euh, considèrent que ça fonctionne même dans leur inconscient. Ouais, sinon, Mhm. ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est intéressant, ça, ces choses-là. Euh, et donc, en effet, le Bouddha n'a pas parlé du placebo, il n'a pas parlé, bien sûr, Le mot n'existait des bols pas. chantants, parce qu'à l'époque, c'était de la vaisselle, donc il n'avait pas besoin de se préoccuper des bols chantants. C'était la vaisselle des brahmanes. Mais en effet, par rapport au pouvoir de l'esprit, ça, par contre, oui, en effet, le Bouddha en a parlé plusieurs fois. Et donc, il a dit qu'en effet, l'esprit, une fois qu'il gagne en clarté, en concentration, etc., il peut se développer, comprendre des choses de plus en plus subtiles, etc. Et c'est en effet le principe de la progression spirituelle, c'est que l'esprit est malléable, il est perfectible, et que si on a des bonnes conditions, on peut vraiment faire en sorte qu'il soit de plus en plus paisible, de plus en plus clair, stable, intense, aigu, et donc de plus en plus en accord avec la réalité. Ouais. C'est ça qui est intéressant, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ces descriptions après qui ont été établies par la suite, hein. Ça veut dire que le Bouddha lui-même, il n'a pas nécessairement fait tout un descriptif de ces états d'esprit. C'est par la suite, grâce aux disciples du Bouddha, comme Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, qu'il y a eu ces différentes descriptions de Mhm. l'esprit. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on l'étudie, on étudie cette description-là pour essayer de voir qu'est-ce qui est plutôt conforme à la réalité, comment est-ce qu'on développe l'esprit critique, comment est-ce qu'on essaie de développer aussi l'ouverture d'esprit, la compassion, comment est-ce qu'on peut les développer encore, encore et encore. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on étudie tout ça. Il y avait une question que je me posais aussi, mais qui n'a rien à voir avec ça, c'est sur la culture du Bouddha lui-même, parce qu'il a une période ascétique, donc avant son élimination. Et cette période ascétique, on retrouve ça beaucoup, je pense, chez les jainistes, c'est ça, qui pratiquent le jeûne Mm. de façon intensive. Mm. Et je me demandais si il n'avait pas été formé justement dans cette école-là, qui est contemporaine à sa période, il me semble. Oui, exactement. En fait, le Mahavira, oui, c'était le fondateur du jaïnisme. Il était en effet contemporain du Bouddha. Donc, en fait, le Bouddha n'a pas été influencé par Mahavira. Ouais, il a eu deux maîtres des traditions hindoues. Ouais, Mhm. il a eu d'abord, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais Alara Kalama d'abord, et ensuite Rudraka Ramaputra. Ouais, donc il a eu ces deux maîtres hindous qui l'ont surtout formé, ils l'ont formé justement dans les dhyāna, dans les concentrations. C'est la preuve même que ces concentrations, ces samadhis existaient avant le Bouddha, avant Mhm. que le Bouddha n'advienne dans ce monde. Ouais. Mais en fait, il n'a pas été influencé par le jaïnisme, mais il y avait les mortifications qui étaient déjà connues chez les hindous aussi. Ouais. Mhm. Et donc, en effet, euh, ces mortifications, par exemple, lever le bras pendant un an sans jamais le baisser, même se fendre la langue en deux, enfin plein de trucs qui ne sont pas toujours très agréables. Les cinq feux aussi, avec allumer un feu dans chaque direction cardinale, plus le soleil à son zénith, et rester comme ça au milieu. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et en fait, le Bouddha a testé justement pour parler ensuite de ça, pour dire ne faites pas ça. Mhm. Ouais. Il a eu ces périodes de mortification pendant 6 ans, après avoir eu ces périodes de luxe, ouais, en Inde, dans le palais, avec son harem, etc., etc. Et donc, c'est là, ensuite, dans le Dharma Chakra Pravartana Sutra, ouais, dans le tout premier sutra, quand il dit, j'ai connu
les excès, les extrêmes dans le luxe et dans l'ascétisme. Et il a dit, j'ai trouvé la voie médiane entre ces deux. Ouais. Donc non seulement la voie médiane entre l'absolutisme et le nihilisme, mais aussi la voie médiane entre l'excès de luxe et l'excès d'austérité. Ouais, donc il a délibérément pratiqué ça pour dire ensuite, bah, vu que j'ai testé, je sais que ça ne fonctionne pas. Je sais que ce n'est pas la cause de l'éveil. Ouais, exactement. Donc, du point de vue du véhicule fondamental, on dira, il a vraiment testé, il l'a fait vraiment. Du point de vue marianiste, on dira, il a montré les mortifications. Mais en réalité, il était déjà éveillé. Ouais, il n'avait pas besoin de les pratiquer. Il les a montrés pour enseigner, pour dire, bah voilà, je connais ça et donc je sais que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à ce qu'est un Bouddha, en effet, hein. C'est vrai que dans les traditions du Theravada, on dira, ou dans le véhicule fondamental, on dira que avant qu'il s'assoie sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, c'était un être ordinaire. C'était un bodhisattva, mais quand même un être ordinaire, qui était encore sur les voies de accumulation ou préparation, à la rigueur. Et c'est au cours de cette assise méditative de la nuit qu'il a parcouru la voie de vision, la voie de la méditation, et qu'il a obtenu l'éveil à l'aube. Ouais. Alors que du point de vue marianiste, il était déjà éveillé et il a montré la voie à suivre, et comme un spectacle en fait, en montrant, regardez, je fais comme ci, comme ça, pour vous montrer à vous la voie à suivre. Pardon, sur justement cette description de la nuit, de l'éveil, où il parle de la voie de la vision, etc. Oui, Il a décrit ça lui-même. Tu as eu un texte disant que oui, c'était lui qui expliquait sur son processus pendant cette exactement. nuit-là. Oui, tout à fait. On retrouve des passages euh, sur les traces de Siddhartha, Mhm. sur les traces de Siddhartha, du vénérable Thich Nhat Hanh. Donc, il y a bien sûr une explication assez romancée, hein, faite par Thich Nhat Hanh, mais il s'appuie bien sûr sur des textes. Normalement, il y a au moins 2 textes qui relatent la vie du Bouddha. Donc après, est-ce que ces textes ont été enseignés par le Bouddha lui-même, ou des prises de notes, ou ensuite d'autres personnes, parce que le Bouddha lui-même n'a rien Il n'a écrit. rien écrit, oui. Ouais, exactement. Donc il y a le Bouddha Charita et il y Mhm. a le Lalita Vistara. Ouais. Et donc je crois que c'est surtout le Lalita Vistara Sutra qui est en effet un discours du Bouddha qui montre son parcours, etc. Mais il faudrait vérifier si, en effet, c'est jamais le Bouddha lui-même qui a mis à l'écrit, mais ça peut être la parole du Bouddha elle-même Oui. qui a été mise ensuite à l'écrit. Oui, en effet. Donc c'est surtout le Lalita Vistara Sutra et certainement aussi le Bouddha Charita. Mais je crois que le Bouddha Charita a été comme une biographie composée par quelqu'un. C'est pas nécessairement ce que dit le Bouddha lui-même. Donc il faudra quand même vérifier. Ouais. C'est ces 2 titres-là qui me viennent à l'esprit, mais il y a peut-être d'autres mentions. Mhm. Ouais. Souvent dans les textes, en effet, dans les textes, le Bouddha parle de son expérience. Oui. Donc, en effet, oui, il parle à la troisième personne, il dit le Tathagata a fait ceci, a fait cela, etc. Et donc, en effet, il montre cela. Il dit qu'il a parcouru les dhyānas de la forme et du sans-forme, etc. Qu'après, il a stabilisé son esprit, qu'il a réalisé le non-soi, et que à l'aube, quand je crois, à l'aube, il y avait c'était à l'aube, la pleine lune, ouais, c'est Sakadawa, c'est Mhm. au 4e mois lunaire dans le calendrier. Au 15e jour, c'est là où il a obtenu l'éveil, quand l'aube est advenue. Et il y avait, même dans la présentation de Thich Nhat Hanh, il y avait Vénus aussi qui se montrait, voilà, première étoile du matin, etc. Et il y avait la pleine lune aussi. Et c'est là où il a en effet obtenu l'éveil. Mais du point de vue marianiste, il avait obtenu l'éveil déjà bien longtemps en Oui, ça fait arrière. sens. Mm. Par rapport à tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, effectivement, ça fait sens que le point de vue mahayaniste impose Mm. cette vision Oui. de que l'éveil est Oui. quelque chose qui existe avant l'éveil, quelque part. Oui. Oui, parce que sinon, ça pourrait en effet poser question si on disait que c'était un être ordinaire, tout en étant un bodhisattva qui est un être ordinaire, ça aurait posé question comment est-ce qu'il aurait parcouru toutes ces voies en une nuit. Ouais, ça poserait question. Ouais, ça poserait question. Parce qu'en général, alors après, oui, en effet, pour un Bouddha,
Pour un Bouddha, ça prend plus de temps d'obtenir l'éveil. Ouais, ça prend 3 ères cosmiques incommensurables. Ouais. Et donc, si on dit que ça prend 3 ères cosmiques incommensurables, ça, c'est le point de vue mahayanniste. Est-ce que les Theravadins diront la même chose? Pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement. On pourrait dire, en effet, que c'est plusieurs existences, mais pas nécessairement 3 ères cosmiques incommensurables. Donc, ouais, ça peut poser question. Ça peut poser question. Quand on parle surtout des arhats dans le véhicule fondamental, on décrit plutôt les arhats. Pourquoi? Parce que ce véhicule de libération individuelle mentionne plus en détail la libération personnelle. Ouais, donc l'état d'Arat, le nirvana personnel. Et donc il y a moins de descriptions de la façon dont un Bouddha obtient l'éveil. Alors que dans le Mahayana, toutes ces descriptions sont faites de manière très complète. Ouais, non seulement l'état d'Arat, mais aussi l'état de Bouddha. Ouais. Mais en tout cas, toutes ces écoles sont d'accord pour dire que c'est pas n'importe quel type de conscience qui permet d'obtenir l'état d'Arhat ou l'état de Bouddha pleinement éveillé, c'est nécessairement une réalisation yogique. Ça, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont tous d'accord là-dessus parce que ils sont tous d'accord pour dire que le non-soi, l'impermanence subtile, etc., sont des phénomènes qui échappent à nos sens. Mm. C'est-à-dire que si on regarde une tasse, cette tasse est impermanente et donc son impermanence nous apparaît, mais elle n'est pas réalisée. Elle n'est pas réalisée pour autant. C'est pas parce que ça nous apparaît que c'est réalisé. Ouais, c'est inattentif, c'est une condition inattentive. On les verra dans la suite du texte. Ouais. Et donc, ça veut dire que si c'est une condition inattentive, cette impermanence, cette condition à laquelle l'impermanence apparaît mais n'est pas réalisée, comment est-ce qu'on fait pour réaliser l'impermanence subtile? Ouais, ça veut dire qu'on doit entraîner notre esprit. Voilà, on doit entraîner notre esprit, Oui. on doit lui donner une stabilité et aussi une clarté. Ouais, c'est un petit peu ce qui est mentionné dans les textes. Ça veut dire que si on est dans l'obscurité de l'ignorance et qu'on veut voir une fresque sur un mur, on a besoin d'une lampe, une lampe qui n'est pas trop vacillante, parce que si c'est une flamme qui vacille, on verra pas grand-chose. Ouais. Même si elle est claire et qu'elle vacille, ouais, si vous prenez votre torche et que vous essayez d'écrire votre prénom avec le rayon laser, etc. Dans le ciel, vous essayez d'écrire votre prénom avec la torche, ça va être compliqué de voir la fresque, ouais, parce que c'est trop fluctuant, c'est trop instable, même si c'est extrêmement lumineux. Et au contraire, si votre torche est extrêmement stable, mais très faible, la lumière est très faible, on ne verra pas non plus la fresque. Donc on a besoin non seulement de la stabilité, mais de la clarté. La stabilité, c'est le shamatha, c'est la concentration, c'est le calme mental. La clarté, c'est vipassana. Ouais, c'est la vision spéciale, c'est la vision supérieure. Et donc on a besoin des deux pour voir la fresque, et donc pour dépasser l'obscurité de l'ignorance, et de voir ce qui échappait à nos sens jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on a besoin de ça, on a besoin de développer ces conditions yogiques qui doivent réaliser l'impermanence subtile, le non-soi, et puis la vacuité chez les Mahayanistes. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quelque part on a besoin des croyances pour progresser? Alors, Tu des vois, croyances, c'est-à-dire que ce que je mm, veux dire par là, c'est quand tu évoques l'image du non-soi de l'objet, de la tasse, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, mais pour lequel qu'on doit croire pour pouvoir progresser et modifier son état d'esprit, de façon à accepter quelque chose qui n'est pas euh, réel, entre guillemets. ouais, Et là, on tombe dans le domaine de la croyance, c'est ça que je voulais dire. mm. Alors, oui, donc la croyance, euh, nous, on la décrira dans la tradition bouddhiste comme étant soit une conviction, soit la foi. Ouais, il y a la foi aussi qui existe. Ouais, par exemple, dans les facteurs mentaux vertueux, il y a la foi, par exemple. Mais de quel type de foi il s'agit, c'est là où ça pose question. Ouais, il y a différents types de foi. Ouais, il y a une Alors, foi. moi, j'ai peut-être Ouais. une vision un peu judéo-chrétienne, mais pour moi, la foi, c'est une transcendance, c'est ce qui implique une transcendance, et on retrouve à ce moment-là la fameuse cognition transcendante des non conceptuels, enfin, la Mhm. définition des perceptions yogiques. Mhm. La croyance, c'est quelque chose de plus relatif, on va dire, Mhm. plus Oui, conventionnel. oui. Oui, ça veut dire que, oui, en effet, croire, ça serait plutôt une forme de conviction ou de supposition correcte. Ouais, la supposition correcte, on la verra aussi dans la suite du Mhm. texte. Euh, c'est vrai que dans la tradition, par exemple, dans la tradition méditative, quand on dit qu'on a
5 obstacles et 8 antidotes, par exemple. Ouais, quand on essaie de méditer, vous avez tous eu des enseignements sur la méditation et donc il y a nécessairement ces explications, qui viennent surtout du Madhyanta Vibhanga, par exemple, ou encore d'autres textes de Arya Maitreya. Ouais, et donc Mhm. c'est dans ces textes-là de Arya Maitreya où on trouve les 5 obstacles et les 8 antidotes. Donc le premier des obstacles à la méditation, c'est quoi? C'est la paresse. C'est la paresse, on n'a pas envie de méditer, on a envie de faire du macramé, on a envie d'aller à la piscine, tout sauf méditer. Et donc, il y a 4 antidotes à la paresse, ouais. Le premier, c'est la foi. Ensuite, il y a quoi? Il y a, l'aspiration. Ensuite, l'effort enthousiaste et enfin la flexibilité. Et donc le tout premier, c'est la foi. Ça veut dire qu'on a un enseignement, quelqu'un nous enseigne, nous dit: «Bah, voilà, le Bouddha, il a fait ci, il a fait ça» et on ne trouve pas nécessairement de contre-argument. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, j'en sais rien, moi je connais pas les pouvoirs de l'esprit et cetera». Je prends ça comme une hypothèse de travail. Je me dis: «Tiens, oui, peut-être que l'esprit a la capacité de se perfectionner». Peut-être parce que je me suis rendu compte que, par exemple, si je faisais une faute de français, qu'on m'expliquait: «Bah non, ça s'écrit comme ça», je ne fais plus cette faute-là. Ouais, et Mhm. donc ça veut dire que mon esprit peut se perfectionner. Donc si j'arrive à le faire pour le français ou pour autre chose, pour, comment faire cuire un œuf ou je ne sais quoi, peut-être que ça peut être la même chose pour la méditation. Ouais, peut-être qu'on peut apprendre à perfectionner son esprit si on a les bons outils pour ça. Et donc c'est là où on a d'abord la foi. Ouais, shraddha en sanskrit, la foi, c'est une forme de confiance, de conviction. Ouais, on se dit: «Ah oui, c'est tout à fait possible». Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas de contre-argument qui va contrer ça. Et ensuite, on va générer l'aspiration. On va se dire: «Ah mais oui, si je veux vraiment obtenir le bonheur, je dois transformer mon esprit». Ouais, le bonheur, c'est plus un état d'être plutôt que d'avoir. Ouais, parce que avoir, on connaît tous ça en Occident. Il suffit de regarder les rayons de supermarché. Il faut à tout prix qu'on ait ci, qu'on ait ça et cetera, mais est-ce qu'on est plus heureux pour autant? Ouais, même si on a plein de supermarchés, plein de rayons de supermarchés qui sont tous remplis et cetera. Non, on n'est pas plus heureux pour autant. Donc le bonheur, c'est pas avoir, c'est être. C'est un état d'être et donc c'est un état d'esprit et donc on va aspirer à méditer. Ouais, et donc on va se dire: «Je dois méditer et cetera, je dois transformer mon esprit» et donc on va développer ensuite l'effort enthousiaste. Ouais, se dire: «Waouh, c'est génial de méditer». Ouais, parce qu'on se rend compte qu'on est plus heureux, plus détendu, plus disponible et cetera et donc on va s'efforcer de méditer encore et encore, mais c'est un effort joyeux. Ouais, on va prendre plaisir, ça va pas être que utile, ça va devenir agréable aussi. Et ça va être tellement agréable que ça va engendrer une flexibilité. Ouais, la souplesse physique et mentale, là, c'est l'antidote par excellence à la paresse. C'est-à-dire quand on obtiendra ça, cette souplesse physique et mentale, on pourra méditer n'importe quand, dans n'importe quelle situation, on n'aura vraiment plus aucun obstacle. Mais ça commence d'abord par la foi, par, une forme de foi admirative. Quand quelqu'un nous parle de la méditation, surtout quand cette personne nous parle du point de vue de son expérience. Là, il y a une forme de congruence entre le discours de la personne et ce qu'elle personnifie. Ouais, il y a Mhm. une conjonction entre ce qu'elle dit et ce qu'elle vit. Et donc c'est là où on se dit: «Ah, mais ça doit être génial» et là, on a en effet développé cette forme de foi. Ouais, qui va être vraiment le point de départ pour éliminer la paresse et pour méditer correctement et cetera et cetera. Et donc en effet, la foi, c'est la croyance, la foi, la conviction, tout ça, c'est dans la même trousse. Ouais, mais après, en effet, il y a différents types de foi. Il y a une foi claire, une foi, on ne sait pas pourquoi, c'est une foi irrationnelle. On se dit: «Ah mais ça doit être super» et ensuite il y a une forme de foi, plutôt admirative. On se dit: «Mais j'ai envie d'obtenir les mêmes qualités» et il y a la foi convaincue, qui elle, Mhm. plutôt est fondée sur le raisonnement. Ouais, donc c'est surtout, de ce type de foi, auquel on doit tendre. Ouais. Ça veut dire qu'on doit, autant que possible, essayer de, générer une conviction fondée sur le raisonnement. Mais il y a aussi, bah, je sais pas, mais la foi pour moi qui est conditionnée par rapport à notre environnement. Quand on me dit 5 fois un cheval, c'est un cheval et il fonctionne comme ça, au bout d'un moment, je le crois. Mais ça peut aussi aller pour la médecine. On me dit bah, tel médicament est bon ou pas bon, et puis des années après, on se rend compte qu'en fait, il ne faudra surtout pas prendre ce médicament-là, quoi. Parce qu'on peut être conditionné aussi, non? Mmh. Ouais, mais Oui, bien c'est sûr. là où moi je fais la différence entre la foi et la croyance. Mmh. Les croyances, ça va être quelque chose qui peut être induite, comme tu dis, effectivement, quand on te dit telle recherche médicale prouve que.
on s'aperçoit qu'il y a des biais qui sont totalement faussés tout le temps. Donc, enfin, bon, on ne va Oui, pas rentrer dans les débats, dans ces débats-là, mais pour moi, la foi, comme disait Jimpa, il y a l'aspiration, il y a la conviction, c'est quelque chose de beaucoup plus posé que l'imposition d'une vérité qui vienne de l'extérieur, quoi. oui. Oui, parce que il y a des croyances fausses, des croyances qui sont en accord avec la réalité. Donc, si on parle d'une croyance fausse, dans ce cas-là, ce sera une cognition fausse conceptuelle. Mhm. Ouais. Par exemple, on nous dit bah, la Terre est plate, etc. Par exemple, il y a des gens aux États-Unis qui sont persuadés que la Terre est plate. Et j'aime bien parce que, alors je sais pas si c'est une blague, je sais pas si Alors, c'est une attends, blague ou pas. Ouais. j'ai entendu un médecin, un gars qui pratique la médecine chinoise, qui disait qu'il y avait en Chine ils avaient les trois options. La Terre est ronde, la Terre est plate, et ils avaient les trois visions. Et la Terre est quoi? Et que La Terre est c'était carrée? non, qu'elle était quantique, c'est-à-dire qu'elle était inexistante, tu vois. Ok. Et c'était très marrant parce que effectivement, c'était par rapport à la personne qu'on utilisait cette perception-là, des différentes Hmm. catégories de terre. C'était D'accord. très rigolo. Et lui avait ça qui était issu de la médecine traditionnelle chinoise. Il a fait 35 ans je pourrais citer Ok. le bonhomme, si tu veux. Mhm. Et oui, et il y a une association, justement, alors sur Internet, une association des gens qui acceptent que la Terre est plate. Et c'est marrant parce que sur leur site Internet, alors je pense qu'ils ont dû le corriger entre-temps, il y avait marqué, nous avons des membres partout dans les coins du globe. Dans tous les coins du globe. Alors un Donc ça veut dire globe, c'est que c'est nécessairement carré, pas quoi. plat. Donc, c'est trop drôle. Ils disent, on a des membres de ceux qui acceptent que la Terre est plate partout dans les coins du globe. Mm. C'est trop drôle. Ok. Et donc, si on a une croyance qui est en désaccord vis-à-vis de la réalité, dans ce cas-là, ce sera une forme de cognition fausse conceptuelle. Ouais, donc ça, on les verra dans la suite du texte. Et si c'est une croyance qui est en accord avec la réalité, ce sera plus une supposition correcte. Ouais, ça veut dire qu'on adhère à quelque chose, mais sans savoir pourquoi. Ouais, par exemple, on pense que la Terre est ronde, mais on n'a aucune preuve. Ouais, et donc là, c'est en effet une supposition correcte. Euh, enfin, On a des photos. imaginons. Enfin, pardon, oui. Imaginons qu'on n'ait aucune preuve, qu'on n'ait jamais vu aucune photo, etc. Alors, je vais trouver un autre exemple parce que celui-là, oui, on a plein de preuves. Euh, ok, par exemple, euh, ok. Par exemple, oui, on pourrait accepter l'impermanence subtile, mais sans savoir pourquoi. Ouais, on pourrait ne pas avoir de raison qui le prouve, ou on n'a peut-être pas encore certifié ça. Mais on accepte qu'il y a l'impermanence subtile. Et donc, dans ce cas-là, c'est une supposition correcte. Ouais, ça veut dire que notre esprit est en accord avec la réalité, mais est faillible au regard de son objet. Ouais, ça veut dire on ne fonde cette supposition que sur aucune raison. Et même, ça pourrait être sur des raisons fausses. Ouais, on pourrait se dire, bah, c'est impermanent de manière subtile. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Du point de vue bouddhiste, ce serait pas une bonne raison. Ouais, OK. Mais, en effet, dans ce cas-là, ce sera une supposition correcte qui est déjà intéressante. C'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la réponse finale, mais c'est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'on commence à se tourner déjà vers, la réalité. Ouais, donc c'est progressif, en fait, ces différents niveaux de cognition. C'est ce que dit sa sainteté. Heu, on le trouve dans plusieurs textes. Il dit, par exemple, au début, quand on est à côté de la plaque, eh ben, en effet, on est dans une cognition fausse. Oui, l'ignorance est une cognition fausse. Et là, par exemple, si on dit la Terre est plate, c'est une cognition fausse. Ouais. Mm. Et donc ensuite, on pourrait avoir des arguments scientifiques qui pourraient nous dire, bah, regardez, on a des télescopes, on a les mathématiques, etc., on a la science physique. Et donc, même si ça a ses limites, c'est quand même fiable jusqu'à une certaine manière, jusqu'à un certain point. Donc, on va se dire, OK, on va commencer à douter. On va avoir un doute qui tend vers le non factuel. On va se dire: «Ouais, peut-être que la terre est plate ou pas, mais je tends plutôt vers le non» et ensuite, on va avoir un doute équilibré et après, on va avoir un doute qui tend vers le factuel. On va se dire: «Tiens, peut-être que la terre n'est pas plate, mais j'en sais rien. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, mais je tends plus vers la terre n'est pas plate» et cetera et après, on tend vers la supposition correcte. On se dit: «Ah, certainement, la terre n'est pas plate. Ça, j'en suis sûr. Je le sais, je le sens que je le sais».
mais on ne sait pas pourquoi, ou alors on emploie une raison fausse, etc., etc., ou une raison qui n'a pas été aboutie, etc. Et ensuite, on peut aller jusqu'à l'inférence, se dire la Terre est nécessairement ronde, parce que tous les corps célestes sont nécessairement ronds, etc., et grâce à la gravitation, etc., etc. Et donc là, on va faire une inférence, et ensuite une perception directe. Ouais, si on va sur la Lune, on verra la Terre, et on va se dire, ah bah oui, elle est ronde, exactement. Ouais. OK. Et donc, c'est de là où on part d'une cognition fausse, l'ignorance totale, complètement à côté de la plaque. Ça passe à travers le doute jusqu'à la supposition correcte, l'inférence, etc., etc., jusqu'à la cognition valide directe. Ouais. Et entre-temps, il y aura peut-être la cognition inattentive, et il y aura aussi, pourquoi pas aussi, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et la cognition subséquente, ouais, dans les 7 types de cognition. Donc, il y aura tout ça. Et en effet, c'est une progression, ça va du pire vers le meilleur. Ouais. Et donc, c'est là où ça montre justement que notre esprit a la capacité de connaître clairement ces objets. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, on part avec une cognition fausse, et ensuite, on arrive à être en accord avec la réalité, de plus en plus en accord avec la réalité, jusqu'à une perception directe, valide, qui, elle, est totalement, comment dire, infaillible. Mhm. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ici, la perception yogique, c'est vraiment là, le type de cognition vers lequel on doit tendre quand on a une voie spirituelle. C'est-à-dire qu'au début, on a une cognition fausse par rapport au non-soi, par rapport à l'impermanence subtile, par rapport aux quatre nobles vérités, par rapport aux renaissances, au nirvana, etc., etc. Et progressivement, grâce à la raison et grâce à l'expérience, on finit par développer une réalisation directe de tout ça. Mais entre-temps, en effet, il y a beaucoup d'inférences, beaucoup de suppositions correctes d'abord et beaucoup d'inférences. Là, quand on nous enseigne le lamrim, on nous enseigne la précieuse existence humaine, on nous enseigne le karma, les renaissances, on nous enseigne les quatre nobles vérités, la possibilité de la libération, etc. Mais jusqu'à quel point on en a une cognition valide? Imaginons que quelqu'un arrive avec un discours extrêmement séduisant en nous disant non, vous n'avez surtout pas à étudier, vous ne devez surtout pas étudier, vous ne devez surtout pas analyser, vous ne devez surtout pas méditer, et vous réaliserez l'éveil, le bonheur, etc. Ça pourrait être très séduisant. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire, ah, ben, je ne vais pas aller me prendre le chou à étudier le labrim, etc., à réfléchir, analyser, méditer, parce que ça prend du temps, ça demande de l'effort. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait être séduit par un autre discours. Voilà, quelqu'un de très charismatique, on n'allait surtout pas méditer, on n'allait surtout pas réfléchir, etc. On pourrait se laisser emporter par ça. Ouais, parce Mhm. qu'on a des suppositions correctes. Ouais, on nous enseigne le lamrim, etc., mais on a la plupart du temps, dans le meilleur des cas, des suppositions correctes, qui sont faillibles. Elles ne sont pas infaillibles. Ouais. Par contre, quand on analyse, qu'on réfléchit et qu'on développe certaines inférences, dans ce cas-là, même si quelqu'un arrive avec un discours très charismatique en disant «Vous n'avez qu'à assister à un concert de bol chantant pour obtenir l'éveil», on pourrait se dire «Ah, mais finalement, peut-être que c'est pas ça». Ouais, parce qu'on se dira: «Ben non, moi j'ai certifié grâce à une inférence qu'il y a la continuité de la conscience, il y a le samsara, il y a la possibilité de l'éveil». Pourquoi? Parce que l'esprit a cette nature-là, cet esprit a cette nature d'une continuité, l'esprit a la nature clarté de clarté cognitive, et donc l'esprit a la capacité d'obtenir l'éveil. Ouais, donc ce n'est pas simplement en écoutant un bol chantant qu'on va obtenir l'éveil. Qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir l'éveil? Réaliser la nature des choses, notre propre nature, réaliser la nature de l'esprit. Parce que ce qui cause le problème de la souffrance, etc., c'est l'ignorance au regard de notre véritable nature. C'est pas simplement ne pas n'avoir jamais entendu le son d'un bol chantant. Mhm. J'avais une question concernant l'impermanence subtile, parce que en fait, j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est, parce que dans mon passé, j'ai eu quelques cours de géologie à la fac, j'ai fait un peu d'histoire et tout ça. Donc, je veux dire, ça va de soi. Et puis, on fait aussi de l'évolution et tout ça. Donc, on sait, enfin, pour moi, c'est clair qu'on sait que rien ne dure éternellement. Donc, enfin, je veux dire, c'est normal. Enfin, on sait que tout va. Et quelle est la différence avec l'impermanence subtile? Parce qu'en fait, on sait que rien ne tient éternellement. Enfin, on vieillit, tout ça, on fait cette expérience tous les jours. Mais par rapport à l'impermanence subtile, c'est quoi la différence? Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a des choses qui durent éternellement, du point de vue bouddhiste.
D'accord, Ouais. ok. Ça veut dire qu'en effet, quand le Bouddha a parlé de l'impermanence, il a dit Sarva samskara anicca. Ouais, il a dit tous les composés sont impermanents. Ouais, il n'a D'accord, pas oui, dit donc, tout, il a pas dit tout est impermanent. Il a dit oui, tous les oui. composés sont Mhm. impermanents. Et donc, il y a des phénomènes impermanents qui durent pour toujours. Ouais, par exemple, la continuité de la conscience la plus subtile, Ok. Mhm. l'esprit de clair-lumière, c'est impermanent, ça change d'instant en instant, mais c'est sans début ni fin. Ouais. Mhm. Mais en effet, il y a des impermanents qui ne durent pas longtemps. Ouais, il y a des impermanents, par exemple, une fleur de lilas, un jour, une seconde, etc., etc. Tout ça, ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Mhm. Mhm. Et c'est aussi impermanent, exactement. OK. Et donc, quand on parle de l'impermanence, alors il y a ces 2 niveaux, il y a l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. L'impermanence grossière, pourquoi on l'a dit grossière? C'est parce qu'elle est perceptible. Ouais, ça veut dire que on voit une fleur qui fane, on voit, un bol qui se casse, et on voit une rupture dans le continuum. C'est ça l'impermanence grossière, une rupture dans le Mhm. continuum. Ouais. Et donc, si on si on n'avait pas vu, par exemple, on se regarde dans le miroir un matin et qu'on n'avait pas vu une ride, on la voit soudainement, tiens, hop, c'est une rupture dans le continuum, on se dit, tiens, Mhm. tiens, j'ai encore vieilli, etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est une rupture dans un continuum, et donc c'est une impermanence grossière. L'impermanence subtile, justement, elle est subtile, pourquoi? Parce que même si elle apparaît, elle n'est pas réalisée. Ouais, elle n'est pas réalisée par notre conscience visuelle, elle n'est pas réalisée par notre conscience auditive, olfactive, gustative, tactile. Donc, elle n'est pas réalisée par aucune de nos consciences sensorielles. C'est pourquoi on l'a dit subtile. Ouais. Elle ne peut être réalisée directement qu'au travers d'une réalisation yogique directe. Ouais. Et donc, parce que justement, ça échappe à nos sens. C'est tellement subtil que ça échappe à nos sens. Nos sens ne sont pas formatés pour ça. Ils n'ont pas les outils pour réaliser l'impermanence subtile. Ouais. Et donc, on pourrait à la rigueur se dire, bah si, regardez, si on regarde au travers d'un microscope, on pourrait voir les électrons qui tournent très vite, etc. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est une image donnée par un microscope électronique. D'accord. C'est pas D'accord. vraiment l'atome qu'on est en train de voir ou l'électron qui est en train de tourner. Et encore, est-ce qu'on verrait vraiment un électron en train de tourner? On verrait plutôt une sorte de sphère autour du noyau. Mhm. Ouais, une sorte de sphère, parce que ça tourne tellement vite que ça donne l'impression d'être une sphère. Mais en fait, c'est des atomes pardon, des électrons qui sont en train de tourner très vite autour de l'atome. Ouais. Mhm. Et donc, C'est il ce qu'on croit. faudrait. Hein? C'est ce qu'on Hein? croit. Oui, alors au Parce niveau qu'aujourd'hui, on de. parle d'un brouillard électronique. On ne sait pas si ça tourne. Exactement, tout à Ouais, fait. donc, Et donc, parce qu'en effet, du point de vue de la perception, avec le microscope électronique, on a vraiment l'impression que c'est une sphère, comme un brouillard, exactement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à quelle vitesse ça va. parce que Ouais. la Mhm. physique quantique dit que ça se déplace Mm. d'une façon erratique. On ne sait pas Oui, déterminer comment. C'est pas une rotation. Mhm. Enfin bon, exactement, tout à pardon, fait. excusez-moi. Ouais, et puis Oui. pour revenir aux couches géologiques, donc je vois les couches géologiques, là, en fait, ça reste des phénomènes imputés. C'est ça l'idée. Alors, C'est euh, parce que c'est imputé, parce que je ne le vois pas directement. alors, euh, J'ai déduit que c'était comme ça. Parce que pour moi, ça reste une déduction, c'est pas quelque chose que je vois réellement, c'est ça. alors, on pourrait dire ça, oui, parce qu'une couche géologique, on va voir des strates dans la pierre, et donc on Oui. va voir ces différents types de couleurs, etc., ces différents types de densité, etc. Mhm. Et donc ça, c'est ce qu'on voit directement. Et donc on va inférer, grâce à Mhm. la connaissance Voilà. actuelle, aux Mhm. sciences humaines, etc., on va inférer le fait que ce sera déposé progressivement au fil des ères Mhm. géologiques, Mhm. exactement. Donc c'est une inférence, oui. Le fait de Mhm. dire qu'en effet, il y a eu ces aires géologiques qui ont fait que, de manière très lente, il y a eu des couches successives, etc. En effet, ouais, ça c'est une inférence. Mais pour l'impermanence subtile, on peut l'inférer aussi. Ouais, ça veut dire que l'impermanence subtile, c'est un phénomène caché, mais pas un phénomène trop caché, qui échapperait à nos déductions logiques. C'est un phénomène caché, mais légèrement caché. Légèrement caché, ça veut dire que on peut y avoir accès grâce à la raison, grâce à l'inférence. Ouais. Mais en effet, on peut se dire, OK, par exemple si on prend un morceau de roche et qu'on l'analyse au carbone 14, on va dire, bah, par exemple, cette roche, cette roche précise, elle a 400 000 ans, par exemple. Ouais. OK. Et donc, on va se dire, OK, elle a 400 000 ans. Est-ce qu'elle a eu 400 000 ans d'un seul coup? Mhm. Ou est-ce qu'elle aura eu d'abord 1 seconde, puis 2 secondes, puis 3 secondes, puis etc., etc. Et cetera. Et donc Mhm. 400 000 ans,
au bout de 400 000 ans. Ça veut dire qu'elle aura d'abord eu une microseconde, puis une deuxième microseconde, etc. Et donc, on l'infère, on le déduit logiquement. Ouais. Aucun phénomène ne peut avoir 400 000 ans du jour au lendemain, ouais, ou d'une seconde à l'autre. Ça, c'est impossible. Et donc, en effet, on va l'inférer, on va déduire, se dire, bah, on arrive à dater quelque chose, et donc on va dire ça à 400 000 ans. Pourquoi? Parce que ça aura eu d'abord une microseconde. Ouais. Ok. Et donc, on va dire, en effet, mais combien de temps dure une microseconde? Par contre, ça, c'est très, très compliqué. Ouais, parce que toutes les écoles ne vont pas être d'accord. Il y en a qui vont dire que c'est un 64e d'un claquement de doigts. Il y en a qui vont dire que c'est un 300e. Et encore, c'est une mesure relative. Ça veut dire que, par exemple, les Prasangika vont dire il y a même des millièmes de claquements de doigts, des millionièmes de claquements de doigts, etc. On peut très bien dire que c'est encore plus petit. Mais après, quelle est la durée d'un instant le plus petit de temps? Ça, par contre, c'est extrêmement difficile. Ok. Ouais. J'ai encore une petite question de vocabulaire. C'est quoi la différence entre amputé et interféré? Imputé et inféré, tu veux dire? Oui, excuse-moi. Ok. Imputé, ça veut dire désigner. Ça veut dire, il y a différentes façons de comprendre ce que veut dire un existant imputé. Il y a, du point de vue des Sautrantika, ici, quand on dit un existant imputé, ça peut être un existant simplement imputé, et donc ça peut renvoyer au phénomène permanent. Et il y a une autre façon de le comprendre, il y a les existants imputés qui sont des impermanents, mais qui doivent être réalisés par une cognition valide au travers de la réalisation de quelque chose d'autre. Ouais. Par Voilà. exemple, pour les Sautrantika, on va dire tous les composés non associés, donc tous les impermanents qui ne sont pas de la forme et qui ne sont pas de la conscience, sont des existants imputés. Ouais, ça veut dire que, par exemple, c'est la différence entre le temps et la montre. Ouais, le temps, c'est un impermanent, mais qui n'est ni de la forme, ni de la conscience. Ouais. Et donc, par exemple, une durée, par exemple, une heure. Une heure, c'est en effet impermanent. Pourquoi? Parce que ça vient à son terme progressivement. Ça a un début, un milieu et une fin. Ouais. Et donc, une heure, elle change d'instant en instant pour venir à son terme, naturellement. Donc, c'est un impermanent. Mais une heure, comme c'est du temps, c'est une durée, c'est pas de la matière, c'est pas de la conscience. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour voir une heure? Eh ben, on regarde une montre. Voilà. Ouais. On regarde une montre, on regarde les ombres dans la forêt qui s'allongent ou qui se raccourcissent, etc., ou qui changent de direction progressivement. Et donc, en effet, on dira que la montre, c'est un existant substantiel, parce que pour voir la montre, il n'y a pas besoin de voir autre chose que la montre. Par contre, le temps est un existant imputé, parce que pour voir le temps, on a besoin de voir autre chose que le temps. Ouais. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on parle de phénomène imputé ou d'existant imputé. Donc, il y a deux sens d'imputé chez les Sautrantika. Soit on parle d'un phénomène permanent, soit on parle d'un impermanent qui doit être certifié au moyen de la réalisation d'autres choses. Par contre, un phénomène inféré ou déduit logiquement peut être n'importe lequel. Soit un phénomène imputé, soit un phénomène substantiel, soit un phénomène permanent, un impermanent. N'importe quel existant peut être certifié par une cognition valide inférentielle. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est plus vaste en fait, inféré. C'est plus vaste. Ça veut dire que c'est beaucoup plus vaste, ça implique tous les phénomènes, alors que imputé, soit ça renvoie que au permanent, soit ça renvoie à certains impermanents qui ont besoin d'être certifiés par autre chose que eux-mêmes. Ouais. Ok. Et donc c'est ce qu'on verra par la suite quand on étudiera les consciences conceptuelles et surtout les cognitions valides inférentielles. On verra qu'en effet, l'inférence est capable de certifier n'importe quel existant. Ouais, il y a des existants qui sont directement perceptibles, donc là, il n'y a pas besoin d'inférence, ouais, il suffit simplement de les percevoir directement. Mais dans certains cas, des phénomènes, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on étudie la logique, on verra que certes, par exemple, le feu, c'est un phénomène manifeste. Ouais, il n'y a pas besoin de raisonner pour le percevoir. Par contre, dans certains cas, si vous avez par exemple une colline et que derrière la colline, il y a un feu, là, vous ne le voyez pas. Et donc, pour le certifier, dans ce cas-là, quelqu'un vous adresse un syllogisme et vous dira, bah, regarde, il y a du feu car il y a de la fumée. Ouais, et donc, dans ce cas-là, pour vous, le feu devient un phénomène caché, ouais, dans votre cas à vous. Mais en général, le feu n'est pas un phénomène caché. Ouais.
Et donc, dans ce cas très précis où on ne voit pas le feu, mais on voit son effet, on voit la fumée, dans ce cas-là, on dira, bah, il y a le feu parce qu'il y a la fumée. Et dans ce cas-là, le feu sera inféré, la Ok. présence du feu dans ce cas-là sera inférée, sera déduit logiquement. Ouais. Mais dans ce cas précis, en général, le feu est pourtant un phénomène manifeste. Ok. Mhm. Ouais. Et il y a des phénomènes extrêmement cachés. Ouais, par exemple, la durée du nerf cosmique. Ouais. Ou les rouages très subtils du karma, etc. Donc dans ce cas-là, on fait une inférence qui repose sur une autorité valide, sur Mhm. l'autorité du Bouddha. Mais dans ce Mhm. cas-là, il faut aussi faire une inférence, se dire, est-ce qu'un Bouddha est possible? Est-ce que le Bouddha est un Bouddha? Est-ce que ce qu'il enseigne là est valide? Est-ce que ce n'est pas interprétable? Est-ce que c'est définitif? Donc il faut employer beaucoup de raisonnement pour certifier l'existence de phénomènes extrêmement cachés. Il y a combien de possibilités entre imputé et inféré? Il y en a Eh ben, 3? 3 possibilités, Quatre? Trois excellent, possibilités, ouais. bravo. Ok. Ouais, si c'est imputé, c'est nécessairement inféré, mais si c'est inféré, c'est pas nécessairement Voilà, c'est imputé. comme ça que j'ai compris. Ok, très bien. Ouais. Merci. Bravo, bravo, c'est On magnifique a, ça. on a le temps pour une petite question Bien encore? sûr, oui, oui. Euh, un petit peu en dehors du texte, mais pas loin. C'est pas grave. Sur la bodhisattva. Oui. En fait, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une bodhisattva relative, qui est un peu moins un peu perçue comme une espèce de charité chrétienne ou Mhm. de l'altruisme, bienveillance, etc. Et, et tu sais, au début, on parlait des outils comme la méditation, comme un outil pour atteindre l'éveil qui n'est pas atteignable par un outil quelconque, mais on utilise aussi la bodhisattva comme un outil Mhm, dans ce mhm. cas-là. Hein. Oui. Et comment on fait cette subtilité de cette bodhisattva, en fait, hyper subtile, Comment ça? qui, ben, parce qu'on peut naturellement être bienveillant, ou naturellement ou pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être induit aussi la bienveillance. C'est peut-être comment déjà comprendre que la bodhisattva, c'est quelque chose d'indispensable à la réalisation Mhm. et comment développer cette bodhisattva-là. Tu vois, je Oui. ne sais pas si je suis très clair là, ça c'est Mhm. pas. Peut-être qu'il faut que Oui. je. Oui, ce qu'il faut Mhm. essayer de voir, c'est que, ok, que la bodhicitta, ok, Il y a un c'est un outil. C'est un outil indispensable et comment la développer, etc. Donc, déjà, la bienveillance, en effet, si on regarde par exemple Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, il dit qu'en effet, les êtres humains sont altruistes par nature, ouais, de manière innée, euh, Mhm. même si, euh, même si ça a ses limites. Ouais, on sera altruiste vis-à-vis de quelqu'un qui nous fait des sourires, qui nous donne à manger, etc. Et pas nécessairement vis-à-vis de quelqu'un qui va, bien sûr, nous faire les gros yeux, etc. Et Mm, encore, ça peut dépendre. Mais en effet, donc on peut dire qu'on a cette bienveillance. Donc l'altruisme et la bodhicitta, là aussi, il y a 3 possibilités. Ouais, c'est-à-dire que bodhicitta, la bodhicitta mahayaniste est nécessairement altruiste, mais si c'est de l'altruisme, c'est pas nécessairement bodhicitta. Voilà, on peut être bienveillant, on peut avoir de la compassion, etc. Mais bodhicitta, c'est vraiment un état d'esprit spécial. Ouais, par exemple, dans l'Abhisamaya Alamkara, dans le premier chapitre, c'est ce que dit Arya Maitreya. Elle dit Samkyepa Nishen de Chir, Yan Dazob et Chanju de. Il dit c'est cette production de bodhicitta, c'est vouloir obtenir l'éveil parfait pour le bien des autres, ouais, pour le bien d'autrui. Et donc, mm, c'est ça, bodhicitta. Ouais, c'est une aspiration à obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres, pour aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance. Ok, donc c'est un état d'esprit qui est associé à cette double aspiration, vouloir accomplir le bien de tous les êtres. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Obtenir l'éveil. Et donc c'est une double aspiration. Ouais. mm, Oui. Pour moi, la bodhicitta, elle est vraiment liée au non-soi. Parce que si j'ai pas mon ego, mon soi, mon narcissisme, donc du coup, je peux avoir la bodhicitta. C'est un peu ce que je voulais dire aussi au début. C'est-à-dire, Oui. non, enfin, moi, il y a vraiment un lien très très fort entre le Mm. non-soi et la bodhicitta réelle, quoi. Alors que Oui. l'altruisme peut être vraiment lié à, bah, moi, je fais du bien pour les autres parce que finalement, ça me revient à moi. Alors que la vraie bodhicitta, pour moi, c'est je suis altruiste, mais pas pour que ça revienne à moi, quoi. Oui, exactement, tout à fait. En effet, c'est une forme d'altruisme désintéressé. En Mm. effet, tout à fait. Et
en même temps désintéressé, mais en même temps, on a conscience de notre propre objectif. Ça veut dire que si on veut Oui. obtenir le bonheur de tous les êtres, on doit accomplir son propre objectif. C'est-à-dire, on doit obtenir l'éveil soi-même. Et donc, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que pour aider tous les êtres à obtenir l'éveil, on doit d'abord obtenir l'éveil soi-même. Oui, 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 ok, Et donc, ok, dans ce sens-là, oui. on accomplit son propre but, mais c'est pas d'une manière égocentrique, pas du tout. Ça veut dire que c'est un sous-produit naturel. Plus on veut être, on est altruiste, plus on accomplit son propre bonheur. Ouais. Ok. Et donc, en effet, si on comprend le non-soi ou la vacuité, notre bodhicitta va se développer d'autant plus. Ouais, c'est ce que dit sa sainteté Dalai Lama. Déjà, quand on veut prendre refuge, ouais, on a besoin d'abord. En fait, on peut en effet fonder notre prise de refuge ou encore notre bodhicitta sur simplement la conviction. C'est déjà super. Mais la meilleure prise de refuge, la prise de refuge la plus qualitative possible, ou encore la bodhicitta la plus qualitative possible, ce sont celles qui reposent sur la raison. C'est-à-dire, si on comprend la vacuité, on comprend nécessairement les trois joyaux et on comprend nécessairement la possibilité de l'éveil. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit Sainte dans son poème au 17 Pandit de Nalanda, ouais, à la strophe 20, quand il dit Shi ne suis deni de jebe denji korwa judo jishin seme jambe kyasu te patin talan sawa tsuba jigiro. Ouais, il dit veuillez me bénir afin que j'enracine ma voie vers la libération en ayant une pleine compréhension de ce que sont les trois joyaux grâce à la compréhension des quatre nobles vérités qui nous montrent comment est-ce qu'on entre dans le samsara et comment est-ce qu'on sort du samsara sur la base de la condition valide qui certifie les deux vérités. Ouais, donc la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Et donc la vérité ultime, c'est quoi? C'est la vacuité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on comprend qu'en effet, il y a l'apparence et la réalité, on comprend qu'il y a les vérités conventionnelles et la vérité ultime. Ouais. Et donc, on comprendra que pour sortir de l'ignorance fondamentale, on doit réaliser la vacuité. Ouais, donc, pour sortir du samsara, pour obtenir l'éveil, on doit réaliser la vacuité sur la base de bodhicitta. Ouais. Et donc, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a la compréhension de la vacuité, plus on a la possibilité de comprendre les trois joyaux. Parce que les trois joyaux, ça parle des deux dernières nobles vérités, des vraies cessations et les vraies voies. Ouais. Et donc, ils sont dus grâce à la compréhension de la vacuité. Ouais. Et donc, on comprend que ceux qui possèdent les vraies cessations et les vraies voies dans leur continuum sont les Aryas. Et donc, on comprend l'Arya Sangha, on comprend le Dharma joyau et on comprend le Bouddha joyau. On comprend que ceux qui ont les vraies cessations finales et les vraies voies finales sont des Bouddhas joyeux, etc., etc. Ouais, ou alors les personnes qui possèdent cela sont des Arya Bouddhas, etc., etc. Ok. Donc, ça veut dire que plus on comprend la vacuité, plus on comprend la possibilité de se réveiller du sommeil de l'ignorance. Ouais. Et donc, on comprend la possibilité de la libération. Et plus on comprend que les autres aussi pourraient réaliser la vacuité et se débarrasser du sommeil de l'ignorance. Et donc notre conviction d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres repose sur du solide. C'est-à-dire que plus on comprend la vacuité, plus on se dit les êtres souffrent à cause de l'ignorance fondamentale. Et donc notre compassion va se développer d'autant plus. Et donc notre bodhicitta va se développer d'autant plus parce qu'on sait que l'éveil est possible et que non seulement pour nous, l'éveil est possible pour nous, grâce à la sagesse de la vacuité, et on va comprendre que tous les autres êtres peuvent se débarrasser de l'ignorance fondamentale grâce à la sagesse de la vacuité. Et donc, notre bodhicitta va se développer d'autant plus. Donc, c'est grâce à la sagesse de la vacuité que le bodhicitta et la prise de refuge peuvent avoir une qualité supérieure. Ça, c'est vraiment fondamental. Ouais, vous voyez, le cheminement, ça veut dire que si on se dit comment est-ce que je peux me réveiller du sommeil de l'ignorance, bah, grâce à la réalisation de la nature des choses, la vacuité et la vacuité de la personne et de l'esprit en particulier, on va se dire je peux me débarrasser du sommeil de l'ignorance. Ouais. Et si on constate que les autres sont en train de cauchemarder dans leur samsara à cause de l'ignorance fondamentale et qu'on comprend que la porte de sortie, c'est la sagesse de la vacuité, à ce moment-là, notre bodhicitta va être d'autant plus puissante. Et donc, on va se dire mais je dois obtenir l'éveil. Je peux obtenir l'éveil et je dois obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres qui, eux aussi, doivent obtenir l'éveil et peuvent obtenir l'éveil grâce à la sagesse de la vacuité. Ouais, donc notre bodhicitta va être d'autant plus puissante grâce à la sagesse de la vacuité. Elles vont vraiment aller main dans la main. Elle va renforcer la sagesse de la vacuité et la sagesse de la vacuité va renforcer la bodhicitta. Ça, c'est magnifique. Ouais, la Matsutrine dit les deux
ailes d'un oiseau. Exactement. Ouais, C'est les ça. 2 ailes d'un oiseau, et c'est ce que dit aussi Acharya Chandrakirti, ouais, dans le Madhyamaka Avatara, dans l'entrée au milieu, dans l'entrée dans la voie médiane. La toute dernière strophe du chapitre 6, ouais, comment dire, qui emploie la métaphore et dit les bodhisattvas sont comme ces magnifiques signes majestueux qui sont capables d'aller vers l'autre rive grâce aux 2 ailes de la vérité conventionnelle et la vérité ultime, ouais, ou des 2 bodhicittas, on pourrait dire aussi, ouais. Bodhicitta conventionnel et bodhicitta ultime. Donc en effet, c'est là où on comprend que sur la base de la vacuité, on peut vraiment tout le reste peut découler naturellement. C'est pour ça que Sasanté, il commence toujours le Lamrim par la fin. Ouais, il commence par la sagesse de la vacuité parce que tout le reste découle naturellement. Si on comprend la vacuité, on comprend la vérité ultime, et donc on comprend les vraies cessations et les vraies voies, et donc on comprend les 4 nobles vérités, et donc on comprend les 3 joyaux, et on comprend la possibilité de l'éveil, et donc la bodhicitta, etc., etc. C'est magnifique ça, c'est vraiment super. Waouh! C'est génial. Et donc, ça nécessite aussi beaucoup de raisonnement, beaucoup de méditation, etc. Et à un moment donné, j'imagine, enfin, moi, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a un déclic qui se fait. À un moment donné, quand on essaie de comprendre ces choses-là, les choses se clarifient, hein. C'est un petit peu comme si les pièces du puzzle se mettaient à l'endroit, à leur bonne place, et comme si on avait une compréhension de la voie vers l'éveil beaucoup plus claire, parce que justement, grâce à la vacuité. Et c'est ce que dit aussi Aryadeva, ouais, le disciple direct de Arya Nagarjuna. Il dit quand on a un doute par rapport à l'enseignement du Bouddha, il faut revenir à la vacuité. Ouais, parce que c'est de ça que, en fait, tout le reste tourne autour de ça. Comment tu fais la différence à ce moment-là, excuse-moi, hein, si on dépasse un peu, Pas de souci, entre vacuité et perception yogique alors? alors, c'est-à-dire que la vacuité, c'est un phénomène permanent, et c'est l'objet de la Mhm. perception yogique, ou d'une C'est perception l'objet, yogique. oui. Ouais. Mhm. Parce qu'une perception yogique, elle peut bien sûr réaliser l'impermanence subtile, elle peut réaliser le non-soi, etc. Pour les écoles non marianistes. Et pour les écoles marianistes, cette perception yogique, elle peut réaliser la vacuité aussi, ouais. Mhm. Mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'un marianiste, par exemple, les Prasangika ou les autres écoles marianistes diront il est tout à fait possible d'avoir une réalisation yogique d'autre chose que la vacuité. Ça peut être l'impermanence subtile. Ouais, ça peut être le non-soi de la personne, le non-soi grossier de la personne, etc. Ouais. Et donc, les Prasangika diront pour la plus belle des perceptions yogiques, c'est nécessairement la réalisation directe de la vacuité. Mhm. C'est la plus belle, pourquoi? Parce que c'est celle qui peut mener vers la libération et l'éveil. Mais on pourrait dire, même les Chittamatra diront ça. Ils diront que la, la, la nature parfaitement établie, c'est la vacuité en particulier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'obtenir la libération et l'éveil quand c'est réalisé directement. Mhm. Ouais, parce que justement, on comprend que l'opposé d'une certaine manière de la vacuité, c'est la saisie du soi. Ouais, la Oui, c'est saisie d'un ça. soi inhérent, absolu, etc., de la personne, des Mm. phénomènes. Et donc, cette saisie, elle repose que sur du vent. C'est une conception fausse, totalement fausse, qui n'a rien à voir avec la réalité. Comment est-ce qu'on le comprend? Parce qu'on essaie d'analyser, on se dit, si le soi auquel adhère mon ignorance existait, quelles seraient les conséquences? Mm. Ouais. C'est-à-dire que le soi, si on prend le point de vue des Prasangika, là, on dépasse le cadre du livre, le livre c'est Sautrantika, mais c'est pas grave. Pour les Prasangika, si le soi existait tel qu'il est conçu par l'ignorance fondamentale, eh ben, on serait statique. Ouais, on serait absolu, intrinsèque, indépendant, etc. Et donc on ne dépendrait de rien, ni de cause, ni de condition, ni de parties constituantes, etc. Et donc rien ne pourrait fonctionner. Mm. Alors, justement, si nous pouvons fonctionner, si nous dépendons de causes et de conditions, des parties constituantes, etc., c'est que nous sommes dénués d'existence indépendante, dénués d'existence absolue. Mm. Mm. Ouais, ça c'est super. Donc, bien sûr que le Sautrantika nous aide ensuite à comprendre le Madhyamaka, ouais, parce on appréhende un petit peu ces concepts de raisonnement logique, etc., qu'on aborde dans le Sautrantika. Et c'est une marche très, très importante pour comprendre ensuite le Prasangika. Moi, le Sautrantika est très utile pour plein de choses. Ouais, pour comprendre que les consciences conceptuelles sont erronées, mais elles peuvent être en accord avec la réalité. Ouais, et donc, les Prasangika diront la même chose. Ils diront toutes nos consciences d'être ordinaires sont erronées, mais elles peuvent être en accord avec la réalité. Ouais. Mm. Ensuite, on comprendra que
chez les Sotrantika, les phénomènes permanents sont des sous-existants. Parce que ce sont des phénomènes simplement imputés, ce sont des sous-existants. Les Prasangika vont dire n'importe quel phénomène est un sous-existant. N'importe quel phénomène est simplement imputé par une conscience conceptuelle. Ouais. Et pourtant, n'importe quel phénomène est valide et réel, enfin réel, dans le sens où peut être observé par une cognition conventionnelle, une cognition valide conventionnelle, etc., etc. Donc, il y a plein de points chez les Sotrantika qui nous seront très utiles, et en particulier chez les Sotrantika, quand on parle des vérités ultimes, les impermanents, on verra que ce sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, qui sont caractérisés de leur propre côté, selon leur propre nature, leur propre temporalité, leur propre localisation. Et pour les prasangika, c'est l'objet de négation. Les phénomènes spécifiquement caractérisés, les phénomènes qui existent de leur propre côté de manière pleinement, par leurs propres caractéristiques, ça c'est l'objet de négation des prasangika. Donc plus on étudie le Sotrantika, plus ça va faciliter notre compréhension du prasangika. C'est l'utilité de ce livre en particulier. Ah, oh, magnifique. C'était quand Donc, même je une sais plus si on bascule voit énorme hein, comment ça. entre Sotanthrika et Prasangika, quoi. Je veux dire, Ouais. ce changement de paradigme, en fait, quelque part, ouais, c'est énorme, ça. Oui, il y a pas mal de paliers entre les deux. C'est-à-dire que après avoir bien compris le Sotrantika, l'idéal, c'est de passer au Chittamatra. Et une fois qu'on a un peu compris le Chittamatra, on passe au Swatantrika et ensuite on passe au Prasangika. Donc il y a vraiment ces passages nivelés. Et Oui. le Sotrantika est vraiment une base solide sur laquelle on pourra comprendre plein d'autres choses. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que les Prasangika vont garder. Ouais, ils vont garder pas mal de choses des Sotrantika. Ouais. Ils vont parler bien sûr des perceptions yogiques directes, ils vont parler des perceptions directes en général, ils vont garder les consciences inférentielles, ils vont garder plein de choses. Mais ils vont modifier aussi pas mal de trucs. Ouais. Donc ça nous permet d'établir vraiment une bonne compréhension très solide pour comprendre ensuite les points beaucoup plus subtils des autres écoles. Génial, bravo, merci beaucoup, c'était Merci à toi. super, c'était Merci. super. Ça a peut-être permis de clarifier certains points, et puis on fera ça de temps en temps, des questions-réponses, des échanges, pour essayer c'est génial, oui. d'être sûr de bien comprendre les choses. Si vous avez des questions, c'est important de les poser. Ouais. Bravo, merci beaucoup. Et donc, ce soir, si vous avez du temps, il y aura des débats sur les généralités. Si vous avez du temps, sinon, c'est pas grave. Je ne serai pas là, mais j'écouterai la vidéo. Le replay, ça marche. Merci à vous. Excellente Merci, journée. au revoir. À tout Au revoir. bientôt. Merci.